Bonjour mes curieux et curieuses, aujourd'hui je vais vous faire la suite du livre la magie du rangement de Marie Kondo. Allez, petite miniature. Voilà. Du coup, j'avais déjà tourné cette vidéo aujourd'hui avec mon téléphone ici présent. Mais comme mon chéri était dans la chambre, voilà, je ne pouvais pas accéder à mon ordinateur. Voilà, donc j'ai essayé de faire par mes propres moyens, sinon j'allais pas pouvoir vous tourner cette vidéo avant la fin du week-end. Et après réécoute, et ben en fait il s'est avéré qu'on entendait ma voix, mais un espèce de par-dessus. Du coup voilà, je reviens avec mon cher petit Blue Yeti qui a enregistré une voix parfaite. Il est trop bien ce micro. J'ai mon autre micro ici, plus ancien. Peut-être que je réutiliserai un jour, je sais pas, on verra. Allez. Donc aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 2 de La magie du rangement de Marie Kondo. Voilà. Donc c'est parti. Je vais essayer de lire doucement parce que j'ai remarqué que si je lis trop vite, là je bafouille. Donc je vais essayer de lire doucement avec une voix posée, plus posée que d'habitude. Donc ça va pas être simple, mais on va y arriver. C'est vraiment un bon moyen de s'entraîner pour lire plus facilement. Allez, chapitre 2, commencez par jeter. Commencez par jeter en une seule fois. Vous pensez avoir rangé votre intérieur à la perfection, mais au bout de quelques jours, vous remarquez que le fouillis est de nouveau en train de coloniser votre chambre. Au fil du temps, vous accumulez des choses et, avant d'avoir pu dire « ouf », votre intérieur est de nouveau dans l'état où il était avant. Cet effet rebond est dû à l'emploi de méthodes inefficaces qui ne font les choses qu'à moitié. Comme je l'ai déjà mentionné, il n'existe qu'une manière d'échapper à cette spirale négative. Ranger efficacement en une seule fois, le plus vite possible, afin de créer l'environnement sans fouillis idéal. Mais en quoi cela permet-il d'avoir le bon état d'esprit ? Le bon état d'esprit. Lorsque vous rangez votre intérieur de fond en comble, vous transformez votre environnement. Ce changement est si profond que vous avez ensuite l'impression de vivre dans un monde totalement différent. Cela influe profondément sur votre état d'esprit et déclenche une réelle aversion pour un éventuel retour dans votre précédent univers, synonyme de pagaille. La clé est d'opérer soudainement ce changement afin d'induire une perception totalement différente. Si le processus est progressif, l'impact sera moins important. Pour réaliser un changement soudain, vous devez employer la méthode de rangement la plus efficace qui existe, sous peine de n'avoir réalisé aucun progrès au bout de la journée. Plus l'opération prend de temps, plus vous fatiguez et plus vous risquez d'abandonner à mi-chemin. Si vos affaires s'entassent de nouveau, vous serez pris dans une spirale négative. Par expérience, il ne faut que 6 mois. Cela peut sembler long, mais ce ne sont que 6 mois dans toute une vie. Une fois le processus terminé et que vous savez ce que cela fait de vivre dans un logement totalement rangé, vous êtes à jamais libéré du préjugé erroné selon lequel vous êtes nul en rangement. Pour des résultats optimaux, je vous demanderai de respecter à la lettre la règle suivante. Ranger dans l'ordre idéal. Comme nous l'avons vu, le processus ne comprend que 2 tâches. Jeter et décider où mettre les choses que vous gardez. Mais vous devez d'abord commencer par jeter les choses dont vous ne voulez plus. Veillez à terminer la première tâche avant d'entamer la seconde. Ne pensez même pas à ranger avant d'avoir fini de jeter. C'est parce qu'elle ne procède pas dans cet ordre que de nombreuses personnes n'effectuent aucun progrès définitif. Alors qu'elles sont en train de faire le vide,
elles commencent à réfléchir aux endroits où entreposer les choses. Dès qu'elles se disent « Je me demande si ça va tenir dans ce tiroir », la phase « poubelle » s'interrompt. Vous ne pouvez réfléchir ou mettre vos affaires qu'une fois que vous êtes débarrassé des objets devenus inutiles. En bref, le secret du succès est de ranger d'un seul coup, complètement et aussi vite que possible, en commençant par jeter. Avant de démarrer, visualisez votre destination. Vous comprenez maintenant pourquoi il est crucial de jeter avant de penser à l'endroit où entreposer les objets que vous souhaitez garder. Mais vous mettre à jeter sans un minimum de réflexion préalable serait foncer droit dans un mur. Commencez donc par identifier votre objectif. Il existe bien une raison pour laquelle vous vous êtes procuré ce livre. Qu'est-ce qui vous pousse à ranger? Qu'espérez-vous y gagner? Avant de faire le vide, prenez le temps de réfléchir à votre but ultime. Cela signifie visualiser le mode de vie idéal dont vous rêvez. Si vous sautez cette étape, vous allez non seulement retarder l'exécution de tout le processus, mais également vous exposer aux affres de l'effet rebond. Des objectifs tels que « je veux vivre sans pagaille » ou « je veux être capable de ranger les choses » ne sont pas assez précis. Vous devez approfondir cette réflexion, la rendre concrète afin de visualiser très nettement ce que vous représenterait le fait de vivre dans un environnement sans aucun fouillis. Une cliente âgée d'une vingtaine d'années définissait son rêve comme un style de vie plus féminin. Elle vivait dans une chambre de 7 tapis. Au Japon, ce genre de pièce comprend 7 tatamis et fait donc environ 3 mètres sur 4, avec un placard intégré et 3 lots d'étagères de différentes tailles. Cet espace aurait dû suffire pour entreposer ses affaires, mais je voyais partout le désordre. Le placard était tellement rempli que les portes ne fermaient plus et des vêtements sortaient des tiroirs situés à l'intérieur, comme la garniture d'un hamburger. Il y avait tellement de vêtements accrochés à la tringle à rideau que le rideau était superflu. Le sol et le lit étaient recouverts de paniers et de sacs remplis de magazines et de papiers. Lorsque ma cliente allait se coucher, elle déplaçait par terre les choses posées sur son lit. Puis, quand elle se levait, elle les remettait sur le lit afin de se frayer un chemin jusqu'à la porte pour partir travailler. Il fallait vraiment beaucoup d'imagination pour y voir un mode de vie féminin. « Qu'entendez-vous par style de vie féminin » lui ai-je demandé. Elle a réfléchi pendant un long moment avant de répondre. « Eh bien, en rentrant du travail, il n'y aurait plus de fouillis par terre, et ma chambre serait aussi rangée que la suite d'un hôtel, sans rien pour obstruer la vue. J'aurais un dessus de lit rose et une vieille lampe blanche. Avant de me coucher, je prendrais un bain, je ferais brûler des huiles aromatiques et j'écouterais de la musique classique, du piano ou du violon, tout en faisant du yoga et en buvant une tisane. Je m'endormirais avec un sentiment de grandeur paisible. » Cette description était aussi nette que si elle vivait déjà dans cet environnement. Lorsque vous visualisez votre mode de vie idéal, il est important de parvenir à ce degré de détail et de prendre des notes. Si vous trouvez cela difficile et vous ne parvenez pas à vous représenter le type de vie rêvée, essayez de feuilleter des revues de décoration intérieure à la recherche de photos qui vous parleront. La visite de maisons témoins peut également aider en vous donnant une idée plus précise de vos goûts. Au fait, la cliente dont je parle ci-dessus aime l'aromathérapie après le bain, la musique classique et le yoga. Libérée des affres du désordre, elle est parvenue à trouver le style de vie féminin auquel elle aspirait. Maintenant que vous êtes capable de vous représenter le mode de vie de vos rêves, le moment est-il venu de commencer à jeter des choses? Non, pas encore. Je comprends votre impatience, mais pour éviter l'effet rebond,
vous devez vous lancer correctement dans cet événement de toute une vie, en procédant pas à pas. La prochaine étape est de savoir pourquoi vous souhaitez vivre de cette manière. Replongez-vous dans vos notes sur le style de vie souhaité et poursuivez votre réflexion. Pourquoi voulez-vous vous adonner à l'aromathérapie avant de vous coucher? Pourquoi tenez-vous à écouter de la musique classique pendant votre yoga? Si les réponses sont « parce que je veux me détendre avant d'aller au lit » et « je veux faire du yoga pour perdre du poids », demandez-vous pourquoi vous voulez vous détendre et perdre du poids. Vous répondrez peut-être « je ne peux pas partir au travail fatigué le lendemain » et « je veux faire un régime pour être plus belle ». Demandez-vous de nouveau pourquoi à chaque réponse. Répétez ce processus entre 3 et 5 fois pour chaque élément. En continuant d'explorer les motivations derrière votre mode de vie idéal, vous prendrez conscience d'un concept très simple. Jeter et garder des choses n'ont qu'un seul but, vous rendre heureux. Cela peut sembler évident, mais cette prise de conscience est importante et vous devez la laisser pénétrer tout votre être. Avant de commencer à ranger, penchez-vous sur le style de vie auquel vous aspirez et demandez-vous pourquoi est-ce que je souhaite faire du rangement. Quand vous aurez trouvé la réponse, vous serez prêt à passer à l'étape suivante, faire un tour d'horizon de ce que vous possédez. Comment faire son choix? Est-ce que cet objet vous met en joie? Quels critères utiliser pour décider quoi jeter? Quand il s'agit de faire du vide, plusieurs raisons courantes entrent en ligne de compte. L'une d'elles est quand l'objet cesse de fonctionner, par exemple quand il est cassé et ne peut être réparé, ou quand une pièce rend l'âme. Une autre consiste à vous débarrasser de choses qui ne sont plus au goût du jour, comme des vêtements passés de mode ou des objets liés à un événement passé. Il est facile de se débarrasser de choses quand la raison pour le faire saute aux yeux. Mais c'est une autre histoire quand il n'existe aucun intérêt particulier. Différents spécialistes ont proposé des critères pour jeter les objets dont les gens ont du mal à se séparer. Ils incluent notamment la règle suivante: jetez tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis 1 an et, si vous ne parvenez pas à vous décider, mettez ces objets dans un carton, puis ouvrez ce carton et regardez les objets en question dans 6 mois. Cependant, lorsque vous commencez à penser à la façon de vous débarrasser d'objets, vous faites déjà fausse route. À ce stade, il est alors extrêmement risqué de continuer à faire du rangement. À une époque de ma vie, j'étais une sorte de broyeuse d'ordures. Après avoir découvert l'ouvrage L'art de jeter à l'âge de 15 ans, je me focalisais sur la façon de me débarrasser des choses et ma quête a pris beaucoup d'ampleur. J'étais sans cesse à la recherche de nouveaux endroits où m'entraîner, par exemple la chambre de mes frères et sœurs ou l'entrepôt de l'école. J'avais la tête pleine de conseils de rangement et une confiance totale, mais erronée, en ma capacité à ranger n'importe quel endroit. À l'époque, j'avais pour objectif de me débarrasser d'un maximum de choses. J'appliquais tous les critères suggérés par les différents livres que je lisais sur la façon de faire le vide. J'ai essayé de me séparer des vêtements que je n'avais pas portés depuis 2 ans, de jeter un objet chaque fois que j'en achetais un neuf, et de me débarrasser de tout ce que je n'étais pas certaine de vouloir garder. J'ai ainsi mis à la benne 30 sacs poubelles en 1 mois. Mais j'avais beau jeter à tour de bras, aucune pièce de ma maison ne semblait pour autant plus rangée. En fait, je me suis surprise à faire les boutiques uniquement pour diminuer mon stress. Je ne parvenais donc malheureusement pas à diminuer le volume total de tout ce que je possédais. À la maison, j'étais sans cesse tendue, constamment sur le qui-vive, à la recherche d'objets superflus susceptibles d'être jetés. Quand je trouvais quelque chose dont je ne me servais plus, je me précipitais dessus d'un air vengeur et je le mettais à la poubelle. Il n'est pas étonnant que je sois devenue irritable et nerveuse, dans l'incapacité de me détendre, même dans ma maison. Un jour, après l'école, j'ai ouvert la porte de ma chambre afin de me mettre à ranger, comme d'habitude. En voyant cette pièce en désordre, j'ai perdu pied.
J'ai hurlé « Je ne veux plus ranger !» Je me suis assise au milieu de ma chambre et j'ai commencé à réfléchir. Cela faisait 3 ans que je rangeais et jetais des choses, mais ma chambre paraissait toujours autant en désordre. Quelqu'un pourrait me dire pourquoi ma chambre est en désordre malgré tout le mal que je me donne. Si je n'ai pas dit ça à voix haute, c'était presque un hurlement intérieur. C'est là que j'ai entendu une voix. « Regarde de plus près ce qu'il y a dans cette pièce. » Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Chaque jour, je regarde tellement toutes ces choses que je pourrais voir à travers. Je me suis très vite endormie à même le sol avec cette idée en tête. Si j'avais été un peu plus intelligente, j'aurais pris conscience, avant d'avoir atteint une telle névrose, que se focaliser uniquement sur les choses à jeter ne peut rendre heureux. Pourquoi ? Parce que nous devons choisir les biens que nous souhaitons garder et non ceux dont nous voulons nous débarrasser. Quand je me suis réveillée, j'ai su immédiatement ce que cette voix intérieure voulait dire. Regarde de plus près ce qu'il y a dans cette pièce. J'étais tellement obnubilée par ce que je devais jeter, décidée à m'attaquer aux obstacles de mon environnement, que j'avais oublié de chérir les biens qui me tenaient à cœur. Les choses que je souhaitais garder, cette expérience m'a permis de conclure que le meilleur moyen de choisir les affaires à garder et celles à jeter était de prendre chaque objet dans sa main et se demander « Est-ce que cet objet me met en joie ?» Si la réponse est oui, gardez-le. Si ce n'est pas le cas, jetez-le. Ce critère est non seulement le plus simple, mais également le plus précis. Vous avez peut-être des doutes quant à l'efficacité d'un critère aussi vague, mais l'astuce consiste à prendre chaque objet dans votre main. Ne vous contentez pas d'ouvrir les portes de votre dressing, puis de décider, après un rapide coup d'œil, que tout ce qu'il contient vous procure une émotion. Vous devez toucher chaque vêtement, car votre corps va alors réagir d'une manière différente chaque fois. Faites-moi confiance, essayez. Je n'ai pas choisi ce critère au hasard. Après tout, pourquoi fait-on du rangement si ce n'est parce que notre intérieur et les choses qu'il contient peuvent nous donner du bonheur. Par conséquent, le meilleur critère pour choisir quoi garder et quoi jeter est de savoir ce qui vous rend heureux, vous procure de la joie. Êtes-vous heureux de porter des vêtements qui ne vous procurent aucun plaisir ? Est-ce que cela vous fait plaisir d'être entouré de piles de livres que vous n'avez pas lus et qui ne sont pas chers à votre cœur ? Pensez-vous que posséder des accessoires dont vous savez pertinemment qu'ils ne vous serviront jamais vous rend heureux ? La réponse à ces questions doit être non. Imaginez-vous maintenant dans un intérieur, ne comprenant que des objets vous mettant en joie. Est-ce le mode de vie dont vous rêvez ? Ne gardez que les choses qui vous touchent. Sautez ensuite le pas et jetez tout le reste. Vous redémarrerez à zéro dans un nouveau mode de vie. Une catégorie à la fois. Décidez quels objets garder en fonction de la joie qu'ils vous procurent est l'étape la plus importante du processus de rangement. Mais quelles sont concrètement les étapes pour éliminer efficacement le superflu ? Je vais d'abord vous indiquer ce qu'il ne faut pas faire. Ne commencez pas à faire le tri et à jeter pièce par pièce. Ne pensez pas « je vais d'abord ranger la chambre, puis je passerai au salon » ou « je vais faire tous les tiroirs en commençant par celui du haut ». Cette approche est néfaste. Pourquoi ? Parce que comme nous l'avons vu précédemment, la plupart des gens ne se donnent pas la peine de ranger un type d'objet dans un seul endroit. Dans la majorité des foyers, les objets d'une même catégorie sont placés dans plusieurs endroits éparpillés dans diverses pièces. Admettons par exemple que vous commenciez par l'armoire ou le placard de la chambre. Après avoir fini de trier tout ce qu'il contient, vous allez sûrement tomber sur des vêtements entreposés dans un autre placard ou un manteau placé sur le dossier d'une chaise dans la salle de séjour. Vous devrez alors répéter le processus de sélection et perdrez donc du temps et de l'énergie. Et dans ces conditions, vous ne pourrez évaluer correctement ce que vous souhaitez garder et jeter.
La répétition et des efforts gaspillés peuvent tuer la motivation et sont donc à éviter. C'est pour cela que je vous recommande de toujours raisonner en termes de catégories et non d'endroits. Avant de choisir quoi garder, recueillez tous les objets qui entrent dans cette catégorie. Ensuite, mettez-les à même le sol au même endroit. Pour illustrer les étapes successives, reprenons l'exemple d'un vêtement abordé plus haut. Dans un premier temps, vous décidez d'organiser et de ranger vos vêtements. Amassez donc au même endroit tous les vêtements trouvés, puis disposez-les par terre. Prenez ensuite chaque vêtement dans vos mains et voyez s'il vous procure du plaisir. Seules ces sources de joie sont à conserver. Suivez cette procédure pour chaque catégorie d'objets. Si vous avez énormément de vêtements, vous pouvez créer des sous-catégories comme les hauts, les bas, les chaussettes, etc. Puis étudier les articles par sous-catégorie. La phase de regroupement en un seul endroit est essentielle car elle vous donne une idée précise du volume. La plupart des gens sont très surpris de tout ce qu'ils possèdent, le volume étant souvent 2 fois plus important qu'ils ne l'imaginaient. En mettant tout au même endroit, vous pouvez également comparer les éléments de conception similaires, ce qui rend plus facile la décision de les garder ou non. Il existe une autre bonne raison de sortir des tiroirs, penderies et placards tous les objets d'une catégorie bien précise et de les étaler au sol. Les choses conservées hors de votre vue dorment. Il est donc bien plus difficile de dire si elles vous mettent ou non en joie. En les exposant à la lumière du jour et en les ranimant, si je puis m'exprimer ainsi, vous trouverez étonnamment facile de juger si elle déclenche une émotion en vous. Le fait de traiter une catégorie au cours d'un seul intervalle de temps accélère le processus de rangement. Veillez donc à bien rassembler tous les éléments de la catégorie choisie. Ne laissez aucun d'entre eux s'échapper de votre attention. Bien commencé, vous entamez votre journée de rangement bien enthousiaste, mais sans que vous l'ayez remarqué, le soleil se couche déjà et vous avez à peine touché à vos affaires. Vous vous faites alors des reproches et sombrez dans le désespoir. Et qu'avez-vous dans les mains? Très souvent, votre BD, album ou autre objet préféré qui fait remonter d'agréables souvenirs à la surface. Commencez par une catégorie. En rassembler tous les éléments en une seule fois ne veut pas forcément dire opter pour une catégorie que vous aimez. Choisir quoi garder et quoi jeter est plus ou moins difficile en fonction de la catégorie. Les gens qui se retrouvent dans une impasse à mi-chemin ont souvent commencé par les objets sur lesquels il est le plus difficile de se décider. Les débutants en matière de rangement n'ont pas intérêt à attaquer par les choses qui rappellent des souvenirs, tels que les photos. Non seulement le volume d'éléments de cette catégorie fait généralement partie des plus élevés, mais la décision de les garder ou non est également très ardue. Outre la valeur physique, il existe d'autres facteurs qui ajoutent de la valeur à vos biens: la fonction, l'information et l'attachement émotionnel. La dimension de rareté rend d'autant plus compliqué le choix de se débarrasser de l'objet en question. Les gens ont du mal à jeter des objets qu'ils pourraient encore utiliser, valeur fonctionnelle, qui renferment des informations utiles, valeur informative, et qui sont porteurs d'une dimension sentimentale, valeur émotionnelle. Lorsque ces objets sont difficiles à trouver ou à remplacer, rareté, il est encore moins simple de les jeter. Choisir les objets à garder et ceux à jeter se fait bien plus facilement si vous commencez par les catégories pour lesquelles la décision est simple. En passant ensuite progressivement aux catégories plus complexes, vous affinerez alors votre faculté à prendre des décisions. Les vêtements sont les plus aisés à gérer parce que la valeur de rareté est extrêmement faible. Les photographies et lettres, en revanche, présentent non seulement une valeur sentimentale élevée, mais sont également uniques.
Elles sont donc à traiter en dernier. C'est particulièrement vrai pour les photographies, car elles ont tendance à apparaître de manière aléatoire pendant que vous faites le tri dans d'autres catégories et dans les endroits les plus inattendus, comme entre des livres et des papiers. La séquence idéale est la suivante: vêtements, puis livres, papier, objets divers, komono en japonais, et enfin objets à haute valeur sentimentale et souvenirs. Cet ordre est également le plus pertinent en termes de difficulté quand on passe à la tâche suivante, le rangement proprement dit des objets à conserver. Enfin, s'en tenir à cette séquence aiguise votre intuition quand il s'agit de savoir quels objets vous mettent en joie. Si vous parvenez à accélérer de manière spectaculaire le processus de prise de décision, uniquement en modifiant l'ordre des types d'objets à jeter, ça mérite de faire un essai, vous ne trouvez pas? Interdit au reste de la famille. Le marathon du rangement génère un tas de détritus. À ce stade, le désastre susceptible de commettre plus de dégâts qu'un séisme est l'interruption de cette experte du recyclage encore appelée maman. L'une de mes clientes, que j'appellerai M, vivait avec ses parents et sa sœur. Ils avaient emménagé dans leur maison 15 ans en arrière, quand M était au primaire. Elle aimait non seulement acheter des vêtements, mais également garder ceux qui avaient une valeur sentimentale à ses yeux, comme les uniformes d'école et les t-shirts fabriqués pour divers événements. Elle les conservait dans des boîtes qu'elle empilait à même le sol jusqu'à ce que les lattes du plancher ne soient plus du tout visibles. Il a fallu 5 heures pour trier. À la fin de la journée, elle avait 15 sacs de choses à jeter, dont 8 sacs de vêtements, 200 livres, diverses peluches et des choses qu'elle avait fabriquées à l'école. Nous avions empilé tous les sacs sur le sol bien à côté de la porte, désormais visible, et j'étais sur le point d'expliquer un élément très important. Il existe un secret que vous devez connaître pour vous débarrasser de tous ces détritus, commençai-je, quand la porte s'ouvrit soudain et que sa maman entra dans la pièce. Elle venait nous apporter du thé glacé sur un plateau. « Oh mon Dieu !» me suis-je dit. Sa mère déposa le plateau sur une table. « Merci infiniment d'aider ma fille, » dit-elle en se retournant pour quitter la chambre. C'est à ce moment-là que son regard se porta sur la pile de sacs près de la porte. « Oh, vous allez jeter ça ?» demanda-t-elle en pointant du doigt un tapis de yoga rose trônant sur le dessus de la pile. « Ça fait 2 ans que je ne m'en suis pas servi. »« Vraiment ? Eh bien, je pourrais peut-être l'utiliser dans ce cas. » Elle commença à fouiller dans les sacs. « Oh, et ça aussi peut-être. » Elle est ensuite ressortie, non seulement avec le tapis de yoga, mais également 3 jupes, 2 chemisiers, 2 vestes et des articles de bureau. Lorsque la chambre fut de nouveau calme, j'ai siroté mon thé glacé et demandé à M. « Elle fait souvent du yoga, votre mère ?» Je ne l'ai jamais vue en faire. Voici ce que je m'apprêtais à dire quand sa mère a débarqué. Ne laissez pas votre famille voir ce que vous faites. Dans la mesure du possible, sortez les sacs vous-même. Inutile que vos proches sachent ce que vous jetez. Je conseille tout particulièrement à mes clientes d'éviter de montrer quoi que ce soit à leurs parents et membres de la famille. Il ne s'agit pas d'avoir honte de quoi que ce soit, car il n'y a aucun mal à faire du rangement, mais il est extrêmement stressant pour les parents de voir ce que leurs enfants jettent. La seule vue de la hauteur de la pile peut les rendre anxieux concernant la capacité de leurs enfants à survivre avec ce qui reste. De plus, même s'ils ont conscience qu'ils devraient se réjouir de l'indépendance et de la maturité de leur progéniture, il peut être très pénible pour les parents de voir des vêtements, jouets et souvenirs destinés à la benne à ordures, surtout si ce sont eux qui les ont donnés à leurs enfants. Il est pour cela judicieux de ne pas exposer vos détritus, d'autant que cela empêche votre famille d'acquérir plus qu'ils n'ont besoin ou peuvent apprécier. Jusqu'à ce jour, votre famille était tout à fait ravie de ce qu'elle possédait.
Lorsque vos proches s'aperçoivent que vous avez décidé de faire le vide, ils peuvent se sentir coupables face à ce gaspillage éhonté, mais les objets qu'ils récupèrent de votre pile à jeter ne feront qu'accroître la montagne de choses inutiles qu'ils entassent dans leur logement, et nous devons avoir honte de les inciter à entretenir cette montagne. Dans un pourcentage écrasant de cas, c'est la mère qui récupère des choses appartenant à sa fille, même s'il est rare qu'elle les porte par la suite. Les femmes de plus de 50 et 60 ans avec qui je travaille finissent invariablement par jeter les vêtements récupérés auprès de leurs filles sans jamais les avoir portés. J'estime que nous devrions éviter de créer de telles situations où l'affection d'une mère pour sa fille devient un fardeau. Il n'est bien sûr pas répréhensible que des membres de votre famille utilisent les choses dont vous ne vous servez plus. Si vous vivez avec votre famille, vous pouvez leur demander « Avez-vous projeté d'acheter une chose dont vous avez besoin ?» avant de commencer à faire du rangement. Puis, si vous tombez précisément sur l'objet en question, offrez-le leur en guise de cadeau. Si votre famille vous rend dingue, ça peut être à cause de votre chambre. Même si je range, le reste de la famille met de nouveau la pagaille. Mon mari ne jette absolument rien. Comment faire en sorte qu'il se débarrasse de certaines choses? Si votre famille n'adhère pas à la poursuite de votre objectif, obtenir la maison idéale, cela peut s'avérer très agaçant. Je l'ai vécu à de multiples reprises par le passé. À une époque, j'étais tellement obnubilée par le rangement que me charger de ma chambre ne me suffisait pas. Il fallait que je m'attaque à celle de mes frères et sœurs et à d'autres pièces de la maison. Et ma famille désordonnée me portait constamment sur les nerfs. Ma source d'énervement majeure était un placard de rangement au beau milieu de la maison. À mes yeux, plus de la moitié était occupée par des objets dont personne ne se servait. C'était un bric-à-brac inutile. Les tringles à vêtements regorgeaient de tenues que je n'avais jamais vues sur le dos de ma mère et de costumes carrément démodés appartenant à mon père. Par terre se trouvaient des cartons contenant les BD de mon frère. J'attendais le bon moment pour poser au propriétaire de ces affaires la question suivante. « Tu ne t'en sers plus, n'est-ce pas ?» Mais il me répondait « Si, je m'en sers » ou « Je m'occupe de les jeter », ce qu'il ne faisait jamais. Chaque fois que je jetais un œil dans ce placard, je poussais un soupir et je me plaignais. Pourquoi est-ce que tout le monde continue d'accumuler plein de trucs? Il ne voit pas que je me donne du mal pour maintenir la maison en ordre? Parfaitement consciente que j'étais un ovni en matière de rangement, je n'allais pas les laisser entraver ma mission. Quand ma patience a atteint ses limites, j'ai décidé d'agir à la dérobée. J'ai repéré les objets qui n'avaient pas été utilisés depuis de nombreuses années en me fondant sur leur conception, la quantité de poussière qu'ils recouvraient ainsi que l'odeur qu'ils dégageaient. Je les ai ensuite déplacés tout au fond du placard, puis j'ai observé ce qui se passait. Si personne ne remarquait qu'ils n'étaient plus visibles, je me débarrassais d'eux, un objet à la fois, comme si j'ôtais les feuilles mortes d'une plante. Au bout de 3 mois, j'étais parvenue à me débarrasser de 10 sacs de détritus. La plupart du temps, personne ne remarquait rien et la vie suivait son cours à la maison. Mais quand le volume a nettement diminué, ils ont commencé à remarquer l'absence d'une ou deux choses. Quand ils me pointaient du doigt, je répondais sans vergogne, ayant décidé de jouer à celle qui ne savait rien. « Et tu sais où est passée ma veste ?»« Non. » Quand ils insistaient, je niais tout en bloc. « Marie, tu es sûre que tu ne l'as pas jetée ?»« Oui, j'en suis sûre. »« Bon, d'accord. Je me demande où elle a bien pu passer. » S'il lâchait le morceau, j'en concluais que cela ne valait pas la peine de conserver cet objet, quel qu'il soit. Même s'il n'était pas dupe, je n'étais pas décontenancée pour autant. Je suis sûre qu'elle était là, Marie. Je l'ai vue il y a encore 2 mois. Bien décidée à ne pas présenter d'excuses pour avoir jeté leurs affaires sans leur demander la permission, je rétorquais. Je l'ai jetée parce que tu étais incapable de le faire toi-même.
Avec le recul, je dois reconnaître que j'étais très arrogante. Une fois démasquée, j'ai fait face à des tas de reproches et de protestations, et on a fini par m'interdire de ranger une autre pièce que ma chambre. Si j'avais pu, je serais revenue en arrière pour me donner une bonne gifle et être ainsi certaine de ne pas me lancer dans une campagne d'éradication aussi ridicule. Jeter les affaires d'autrui sans leur autorisation démontre un malheureux manque de bon sens. Bien qu'une telle tactique furtive porte généralement ses fruits et que les objets jetés ne manquent jamais à leur propriétaire, le risque de perdre la confiance de la famille si elle découvre le pot rose est bien trop grand. De plus, ce n'est pas bien. Si vous tenez à ce que vos proches rangent leurs affaires, il existe une méthode bien plus simple. Une fois frappé de l'interdiction de ranger les espaces des autres membres de la famille et ne disposant, pour laisser libre cours à ma frénésie de rangement, d'autres pièces que ma chambre, j'ai observé attentivement celle-ci et constaté une chose avec surprise. Elle contenait bien plus d'objets à jeter que je le pensais. Une jupe dans ma penderie que je n'avais jamais portée, ainsi qu'une autre, démodée, qui n'était plus question de mettre. Des livres sur mes étagères, dont je savais que je n'en avais aucune utilité. J'ai constaté, très surprise, que les reproches amèrement émis à l'encontre de ma famille valaient aussi pour moi. N'étant pas en droit de critiquer les autres, je me suis assise avec mes sacs poubelles et j'ai entrepris de ranger mon espace personnel. Au bout de 2 semaines, un changement s'amorça au sein de ma famille. Mon frère, qui avait refusé, malgré mes nombreuses plaintes, de jeter quoi que ce soit, se mit à trier méticuleusement ses affaires. En une seule journée, il se débarrassa de plus de 200 livres. Puis mes parents et ma sœur commencèrent progressivement à trier et jeter des vêtements et accessoires. En fin de compte, toute la famille était désormais en mesure de garder la maison bien plus rangée qu'auparavant. Vous attachez calmement à vous débarrasser de vos propres objets superflus est en fait le meilleur moyen de gérer une famille désordonnée. Comme entraînés dans votre sillage, vos proches se mettront à trier et jeter les affaires dont ils ne se servent plus, ainsi qu'à ranger sans que vous ayez à émettre un seul reproche. Cela peut paraître incroyable, mais quand une personne se met à ranger, cela provoque une réaction en chaîne. Ranger seul et dans le calme provoque un autre changement intéressant en vous, la capacité à tolérer un certain niveau de désordre chez vos proches. Une fois satisfaite de l'apparence de ma chambre, je n'ai plus ressenti l'envie impérieuse de jeter des affaires appartenant à mes frères et sœurs ou parents. Lorsque les espaces de vie communs, comme la salle de séjour ou la salle de bain, étaient en désordre, je les rangeais sans hésiter et ne prenais pas la peine de le faire remarquer. J'ai également noté ce changement chez nombre de mes clients. Si le caractère désordonné de vos proches vous agace, je vous conseille vivement de vérifier votre propre espace, surtout les endroits où vous entreposez vos affaires. Vous y trouverez sûrement des choses à jeter. Une forte envie de faire remarquer l'incapacité d'autrui à ranger est généralement le signe que vous ne prenez pas autant soin de votre propre espace que vous le devriez. Voilà pourquoi il faut que vous commenciez par ne jeter que vos effets personnels. Vous pouvez garder les espaces de vie communs pour la fin. La première phase ne doit concerner que vos affaires. Ce qui est inutile pour vous l'est tout autant pour vos proches. Ma sœur a 3 ans de moins que moi. Calme et un peu timide, elle préfère rester chez elle à dessiner ou à lire tranquillement, plutôt que de sortir fréquenter du monde. Elle a sans nul doute beaucoup souffert de mes recherches en matière de rangement, étant mon cobaye sans s'en rendre compte. Quand j'étais à l'université, mon thème de prédilection était de jeter, mais il y avait toujours des choses dont j'avais du mal à me débarrasser, comme un t-shirt que j'aimais beaucoup qui ne semblait pas m'aller. Incapable de me résoudre à m'en séparer, je l'essayais à de nombreuses reprises en me tenant devant un miroir. Mais j'étais finalement contrainte d'admettre qu'il ne m'allait tout simplement pas. S'il était tout neuf ou qu'il s'agissait d'un cadeau de mes parents, je me sentais très coupable à l'idée de m'en séparer. Dans ce cas, ma sœur m'offrait une solution de facilité. Le principe du cadeau pour ma sœur semblait le moyen idéal de me séparer de ce genre de choses.
Quand je parle de cadeau, cela ne signifie pas que je l'emballais soigneusement dans du papier afin de l'offrir, loin de là. Je faisais irruption dans la chambre de ma sœur avec le vêtement à la main. Elle était allongée sur son lit à savourer sa lecture. Je lui arrachais le livre des mains et je lui disais « Tu veux ce t-shirt » Face à son air perplexe, je portais le coup de grâce. « Il est tout neuf et vraiment mignon. Mais si tu n'en veux pas, je vais devoir le jeter. Ce ne te gêne pas ?» Ma pauvre sœur, d'un naturel très doux, n'avait alors d'autre choix que de répondre « Bon dans ce cas, je vais le prendre. » Cela se produisait si souvent que ma sœur, qui achetait rarement des vêtements, avait une penderie pleine à craquer. Elle portait certes quelques vêtements que je lui avais donnés, mais la plupart n'avaient été mis qu'une seule fois. Et encore, je continuais pourtant de lui faire des cadeaux. Après tout, c'étaient des tenues de qualité et je pensais qu'elle devait être heureuse d'en avoir encore plus. Je me suis rendu compte que j'avais tort seulement après avoir démarré mon activité de consultante et rencontré une cliente que j'appellerais K. K avait une vingtaine d'années, travaillait pour une entreprise de cosmétiques et vivait dans son propre logement. Alors que nous étions en train de trier ses affaires, j'ai commencé à remarquer qu'elle faisait des choix étranges. Son volume de vêtements permettait certes de remplir une penderie de taille moyenne, mais le nombre de pièces qu'elle choisit de garder était anormalement faible. Elle répondait presque toujours non à la question « Est-ce que ce vêtement me met en joie ?» Après avoir remercié chaque vêtement pour les bons services rendus, je le lui passais pour qu'elle le jette. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer un soulagement sur son visage chaque fois qu'elle mettait une tenue dans le sac poubelle. En observant sa garde-robe de plus près, j'ai constaté que les vêtements qu'elle avait choisi de garder étaient presque tous des affaires décontractées comme des t-shirts, tandis que ceux dont elle se débarrassait étaient d'un style complètement différent, des jupes courtes et des hauts décolletés. Lorsque je l'ai interrogée sur ce détail, elle a répondu « C'est ma sœur aînée qui me les a donnés. » Une fois le tri des vêtements terminé, elle a murmuré « Regardez-moi ça, j'étais entourée de toutes ces affaires que je n'aimais même pas. » Les vêtements donnés par sa sœur représentaient plus d'un tiers de sa garde-robe, mais presque aucun ne lui procurait cette joie si importante. Si elle les avait portés parce que sa sœur les lui avait donnés, elle ne les avait jamais aimés. À mes yeux, c'était tragique et loin d'être un cas isolé. Dans mon activité de consultante, je remarque que le volume de vêtements jetés par les sœurs cadettes est toujours plus élevé que celui dont se débarrasse que se débarrassent les sœurs aînées. Phénomène sûrement lié au fait que les sœurs cadettes sont souvent habituées à porter des tenues transmises par leur aîné. Il existe deux raisons pour lesquelles les sœurs cadettes ont tendance à récupérer des vêtements qui ne leur plaisent pas vraiment. Tout d'abord, il est difficile de jeter des affaires données par la famille. Ensuite, elles ne savent pas vraiment quels sont leurs goûts, ce qui rend la décision de s'en séparer difficile à prendre. Dans la mesure où elles reçoivent d'autrui beaucoup de vêtements, elles n'ont pas besoin de faire les magasins et ont donc moins d'occasion de développer cet instinct de détection de ce qui met en joie. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donner aux autres des choses que vous n'utilisez pas est une excellente idée. C'est non seulement économique, mais voir ces objets chéris par un proche peut également être source d'un plaisir immense. Mais c'est différent d'obliger vos proches à les accepter parce que vous ne parvenez pas à les jeter. Que la victime soit un frère, une sœur, un parent ou un enfant, cette habitude est à bannir définitivement. Si ma sœur ne s'est jamais plainte, je suis sûre qu'elle devait être partagée lorsqu'elle acceptait mes cadeaux. En fait, je transférais vers elle mon incapacité coupable à me débarrasser de ses vêtements. Rétrospectivement, c'est une vraie honte. Si vous souhaitez donner quelque chose, ne forcez pas la personne à l'accepter à tout prix, ou ne lui mettez pas la pression en faisant naître la culpabilité
en elle. Sachez au préalable ce qu'elle aime et ne lui montrez que les affaires répondant à ses critères de choix. Vous pouvez également les lui donner uniquement si elle est prête à les acheter dans le commerce. Nous devons avoir certains égards envers les autres, en leur évitant le fardeau consistant à posséder plus de choses que ce dont ils ont besoin ou envie. Ranger est un dialogue intérieur. Conne-Marie, tu aimerais te mettre sous une cascade? J'ai reçu cette invitation de la part d'une cliente de 74 ans, charmante chef d'entreprise encore active, ainsi que skieuse et randonneuse acharnée. Cela faisait plus de 10 ans qu'elle pratiquait la méditation sous cascade et elle semblait adorer cette activité. Elle disait de temps en temps « Je me rends sous une cascade », comme si elle allait au spa. Par conséquent, l'endroit qu'elle m'a fait découvrir n'était pas un site pour débutants que l'on initie à cette discipline. Nous avons quitté nos quartiers à 6 heures du matin, emprunté un sentier de montagne, enjambé des clôtures et traversé une rivière où nous avions de l'eau bouillonnante jusqu'aux genoux avant de déboucher sur une cascade à l'égard de tout. Je ne vous ai pas parlé de cette aventure pour vous présenter cette discipline, mais à cause des similitudes existant entre la méditation sous cascade et le rangement. Lorsque vous êtes sous une cascade, le seul son audible est le rugissement de l'eau. Le massage corporel effectué par l'eau fait rapidement disparaître toute douleur pour laisser place à un engourdissement. Puis une sensation de chaleur intérieure vous envahit et vous entrez alors dans une transe méditative. C'était certes la première fois que j'expérimentais cette forme de méditation, mais les sensations me semblaient extrêmement familières, ressemblant beaucoup à celles éprouvées lorsque je fais du rangement. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'un état méditatif, il m'arrive de communier paisiblement avec moi-même lorsque je range. La tâche consistant à déterminer si chacun des objets possédés me procure de la joie revient à converser avec moi-même par l'intermédiaire de mes biens personnels. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de créer un espace de quiétude permettant d'évaluer les objets de votre univers. Dans l'idéal, il ne faut même pas écouter de musique. J'entends parfois parler de méthodes conseillant de ranger en rythme avec une chanson entraînante, mais je ne les recommande pas. J'ai le sentiment que le bruit empêche d'entendre le dialogue intérieur entre la personne et ses affaires. Il est bien entendu hors de question de regarder en même temps la télévision. Si vous avez besoin d'un bruit de fond pour vous détendre, choisissez alors une musique d'ambiance sans paroles ni mélodies tranchées. Pour bénéficier d'une certaine dynamique, exploitez l'atmosphère régnant dans la pièce plutôt que de compter sur la musique. Le meilleur moment pour vous y mettre est le début de matinée. L'air frais du matin permet de garder les idées claires et d'aiguiser votre pouvoir de discernement. C'est pour cette raison que la plupart de mes cours se déroulent le matin. J'en ai même fait débuter un à 6h30 et nous avons pu aller 2 fois plus vite que d'habitude. On peut devenir dépendant des sensations revigorantes éprouvées sous une cascade. De même, lorsque vous aurez fini de remettre en ordre votre intérieur, vous serez gagné par une forte envie de recommencer. Et contrairement à la méditation sous cascade, vous n'aurez pas à parcourir une longue distance sur un terrain difficile. Vous pourrez éprouver la même chose chez vous. Spécial, non? Que faire quand vous ne parvenez pas à vous débarrasser d'un objet? J'ai un critère pour décider de garder un objet. Je dois ressentir de la joie lorsque je le touche. Mais il est humain de ne pas vouloir le jeter même si nous savons qu'il est nécessaire de s'en séparer. Ces affaires qui résistent à l'appel de la poubelle, même s'ils ne sont associés à aucune joie, posent un vrai problème. On peut classer le jugement humain en 2 grandes catégories, intuitif et rationnel. Pour décider quels objets jeter, c'est généralement notre jugement rationnel qui cause des ennuis. Bien que nous sachions intuitivement qu'un objet ne nous attire pas, notre raison fait apparaître toutes sortes d'arguments nous empêchant de le jeter. J'en aurai peut-être besoin par la suite, ou c'est du gâchis. Ces pensées tournent dans notre tête et il est alors impossible de lui dire adieu.
Loin de moi l'idée d'affirmer qu'il est néfaste d'hésiter. L'incapacité à se décider traduit un certain degré d'attachement à l'objet en question. Nous ne pouvons pas non plus uniquement décider en se fondant sur notre intuition. Voilà pourquoi il faut précisément étudier soigneusement chaque objet, sans se laisser distraire par l'idée d'être un gaspilleur de première. Quand vous tombez sur une chose difficile à jeter, réfléchissez sérieusement à la raison pour laquelle vous la détenez. Quand l'avez-vous acquise et quelle importance avait-elle pour vous à l'époque? Réévaluez son rôle dans votre vie actuelle. Si, par exemple, vous ne portez jamais certains vêtements, étudiez-les un par un. Où avez-vous acheté celui-ci et pourquoi? Si c'est parce qu'il vous paraissait sympa en le voyant dans la boutique, il vous a donné un frisson de joie au moment de l'achat. Mais pourquoi ne l'avez-vous jamais porté? Est-ce parce que vous vous êtes aperçu qu'il ne vous allait pas quand vous l'avez essayé chez vous? Dans ce cas, si, depuis, vous n'achetez plus de vêtements de ce style ou de cette couleur, il a alors rempli une autre fonction importante, vous apprendre ce qui ne vous allait pas. En fait, cet habit a déjà joué son rôle dans votre vie, et vous pouvez lui dire « Merci de m'avoir donné de la joie quand je t'ai acheté » ou « Merci de m'avoir montré ce qui ne me va pas », puis vous en séparer. Chaque objet a un rôle particulier. Tous les vêtements ne sont pas destinés à être portés jusqu'à l'usure. Il en va de même pour les êtres humains. Toutes les personnes que vous rencontrez ne deviendront pas un ami intime ou un partenaire sexuel. Vous aurez du mal à vous entendre avec certains et serez carrément incapable d'en aimer d'autres. Mais ces personnes vous permettent de tirer des enseignements précieux sur les individus que vous aimez, de sorte que vous les apprécierez encore plus. Quand vous tombez sur un objet dont vous ne parvenez pas à vous séparer, réfléchissez sérieusement à son véritable rôle dans votre vie. Vous serez surpris du nombre de choses vous appartenant à avoir déjà joué pleinement leur rôle. En reconnaissant leur contribution et en acceptant de vous en séparer avec gratitude, vous pourrez véritablement mettre de l'ordre dans vos affaires et votre vie. Au final, il ne vous restera plus que les choses que vous chérissez vraiment. Pour apprécier sincèrement les objets importants à vos yeux, vous devez d'abord jeter ceux ayant accompli leur devoir. Vous séparer de ce qui est devenu inutile n'est ni du gaspillage ni un comportement honteux. Pouvez-vous honnêtement dire que vous chérissez un objet enfoui si profondément dans un placard que vous aviez même oublié son existence? Si les objets éprouvaient des sentiments, ils ne seraient certainement pas heureux. Libérez-les de la prison dans laquelle vous les avez enfermés. Aidez-les à quitter cette île déserte sur laquelle vous les avez exilés. Laissez-les partir avec toute votre reconnaissance. Vous et vos affaires vous sentirez revigorés une fois la séance de rangement terminée. Et sur ce, nous avons terminé le chapitre 2 de La magie du rangement de Marie Kondo. J'espère que ça vous a plu. J'ai un peu cafouillé, même si j'ai essayé de lire doucement pour éviter ça, mais c'était pas simple. J'ai fait l'erreur de ne pas boire pendant que je lisais, du coup j'ai la bouche bien sèche. La prochaine fois, il faudra que je pense à ça. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, je suis contente parce que l'autre jour, j'ai eu une idée de vidéo. Je sais que j'avais dit que je n'annoncerais plus mes idées comme ça par peur de ne pas les réaliser. Mais là, c'est une idée qui me tient à cœur. Donc là, je vais aller voir dans mon onglet communauté. Voilà, j'ai mis « J'aimerais faire des vidéos blabla sur cette chaîne dans lesquelles j'aborde tout type de sujet. Ça vous dit? J'appellerai ces vidéos « Coms » qui veut dire « parler » en breton. Avez-vous un sujet en particulier à aborder, n'importe lequel? Et vous avez été 8 à cliquer sur ça vous intéresse, et donc ça fait 100% sur ça vous intéresse et 0% sur ça ne vous intéresse pas. Donc je suis très contente à l'unanimité.
vous êtes intéressé par ce nouveau type de vidéo que je voudrais faire. Et donc je vais bientôt ouvrir ce concept. Je pense dans la prochaine vidéo, donc samedi prochain. Donc j'espère que trouver un sujet au plus vite pour le premier épisode de Combs. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la partager en commentaire. En fait, dans les vidéos Combs, j'ai envie de parler de tout et de rien, d'un sujet en particulier, voilà, pendant 45 minutes ou une heure ou même une demi-heure, voilà, ça dépend, entre une demi-heure et une heure, voilà, et de vous partager tout ça et qu'on puisse discuter, avoir une sorte de débat. Pourquoi pas de temps en temps faire des Combs en direct, on verra bien. Voilà. Donc si vous avez des idées en commentaire pour le premier épisode de Combs ou les épisodes à venir, n'hésitez pas. Et puis je vous dis au week-end prochain pour la prochaine vidéo, pour le premier épisode de Combs. Voilà, je vous aime très fort et je pense que Combs et les vidéos lecture et présentation de mes lectures du mois et de tout ça, ça va devenir les vidéos de ma chaîne. Et même de temps en temps des petits vlogs. Il faut vraiment que je trouve ma patte. À force de regarder plein de petits vlogs et tout ça, j'essaie de voir comment je pourrais filmer telle ou telle chose, ce qui pourrait être intéressant dans mon vlog. Enfin voilà, de trouver ma propre patte, on va dire. Et donc voilà, c'est vers là que je voudrais me diriger sur ma chaîne. Voilà, j'ai envie d'arrêter de m'éparpiller et tout ça et de faire vraiment ce que j'aime. Voilà, je vous aime très fort et je vous dis à la prochaine. Et merci de m'avoir écouté. À bientôt. C'était Maman Curieuse, Miss Curieuse qui vous aime. Prenez soin de vous.